Bonjour à tous. Je suis content d'être ici. Il fait un peu chaud à Lausanne, c'est cool. Donc aujourd'hui, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Lé. Donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Science for All et je suis aussi communicateur scientifique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Et j'aime bien parler d'intelligence artificielle et d'information de façon générale. En fait, historiquement, je suis plus mathématicien. Enfin, j'ai une thèse en mathématiques, mais l'informatique, c'est vraiment là où ça se passe. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes à l'interface entre mathématiques, informatique. Et je vais essayer de vous montrer également tout ce qui est phénomène de sociologie et philosophie. Donc c'est un peu de ça dont on va parler. Le titre, c'est l'information doit-elle être contrôlée? Et du coup, j'ai une réponse qui est oui. Voilà, fin de présentation. Merci. Je vais rentrer à Lausanne. Et en fait, ça peut paraître assez bizarre d'avoir une réponse aussi directe, mais en fait, je pense qu'on est vraiment tous d'accord. Donc, je pense que c'est pas vraiment la peine d'insister énormément sur le fait que est-ce qu'elle doit être contrôlée. Et pour vraiment vous le convaincre, si jamais vous avez un doute, je vais prendre un exemple où j'espère même qu'on sera assez d'accord, qui est le problème des vidéos pédophiles. Donc sur YouTube, il y a des gens qui mettent en ligne des vidéos pédophiles. Et il se trouve qu'il y a des gens qui ont remarqué qu'il y avait des vidéos pédophiles sur YouTube. Et pire que ça, ils se sont rendus compte que l'algorithme de YouTube recommandait de temps en temps des vidéos pédophiles. Et ça fait... c'est pas cool. Et ça fait scandale notamment chez les annonceurs. Parce que, vous imaginez, vous êtes une marque et vous voulez montrer votre publicité et du coup, si ça passe juste avant une vidéo pédophile, vous seriez associé au contenu pédophile et ça, c'est pas cool pour l'entreprise. C'est pas cool pour YouTube, c'est pas cool pour l'entreprise, c'est pas cool pour ceux qui sont exposés à ça, surtout si c'est des enfants. Et c'est pas cool pour le monde. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que là, dans ce cas, ça serait quand même cool de contrôler un peu cette information. Et le gros défi, c'est que c'est pas facile. On est tous d'accord sur ce qu'il faut faire dans ce cas, mais le problème, c'est que c'est pas facile. Et vous pouvez imaginer que YouTube, c'est un enjeu énorme pour eux, et ils ont également les moyens pour lutter contre ça. En tout cas, les moyens financiers. C'est Google, ils ont beaucoup d'argent, ils ont aussi beaucoup de compétences, mais visiblement, ils n'y arrivent pas. Et c'est pas faute d'avoir des algorithmes ultra sophistiqués. Ils sont sans doute les IA les plus sophistiqués qui existent au monde. Mais le problème, c'est, comme on l'a déjà vu d'ailleurs, c'est il suffit pas d'être juste à 99,99%. Pourquoi? Parce que ça veut dire, si vous êtes juste à 99,99%, donc c'est très bien à l'école, mais quand vous êtes YouTube, ça veut dire qu'il suffit que quelqu'un mette en ligne 10 000 vidéos, si je me trompe pas, j'ai un peu du mal avec les maths là, quelque chose comme ça, 1000 ou 10 000, donc ça va être 10 000 vidéos pour qu'il y en ait une qui passe le filtre. Et ça, c'est si les gens sont un peu, ils mettent les vidéos en ligne et ils essaient pas vraiment de faire en sorte que la vidéo passe. En pratique, quand on est youtubeur, et je parle d'expérience, on cherche à éviter d'être mal classé par YouTube. Typiquement, on essaie de pas être démonétisé. Enfin, c'est pas mon cas parce que je monétise pas, moi, je m'en ai bien. Mais c'est clairement un enjeu important. C'est un enjeu financier important pour les youtubeurs de faire en sorte que leurs vidéos soient pas monétisées. Et pour y arriver, pour malgré tout diffuser des extraits de films dans leurs vidéos, ils font plein d'astuces à la con, quoi. Ils essaient de changer la luminosité, faire un petit effet, un effet fisheye, tourner un peu la vidéo de 1 degré, faire un petit zoom, enfin voilà, plein de petites astuces. Et ça marche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les youtubeurs apprennent à hacker l'algorithme. Ils trouvent les failles de l'algorithme, ce que l'algorithme n'arrive pas à voir. Et ça, il faut imaginer que ceux qui cherchent à mettre des vidéos pédophiles en ligne, ils font la même chose. Ils utilisent des attaques dites adversariales pour exploiter les failles des algorithmes. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que c'est quand même pas facile, on a envie de le faire, mais il y a besoin vraiment de gens qui bossent dessus. Alors ça, c'était un peu un exemple facile. Il y a des exemples faciles d'un point de vue philosophique, on va dire, difficile d'un point de vue technique. Il y a d'autres cas qui vont être un peu plus tendus d'un point de vue philosophique aussi. Donc je sais pas, qui a vu ici le film, le documentaire The Great Hack? C'est sur Netflix.
Voilà, donc si vous avez un film à voir ce soir, au lieu de regarder votre film, je vous conseille ce documentaire. C'est très intéressant. Donc ça parle de Cambridge Analytica, je vous ai entendu parler de ça. C'est cette histoire d'une entreprise qui a récupéré énormément de données d'utilisateurs sur Facebook pour ensuite faire notamment de la publicité ciblée. Pour les campagnes présidentielles notamment des États-Unis, les histoires aussi avec le Brexit. Je vous invite à regarder ce documentaire et à vous demander quel est le problème. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas cool. C'est un peu comme la pédophilie, on sent que c'est pas cool. Mais la pédophilie, on sait ce qui est pas cool. Là, c'est peut-être plus difficile. Et si vous regardez le documentaire, je vous invite vraiment à réfléchir à la question, mais quel est le truc qui pose problème? Parce que si vous y réfléchissez dans le documentaire, si vous regardez, vous verrez qu'il y a plusieurs problèmes qui s'entremêlent et c'est pas très clair quel est le problème. D'un point de vue légal, par exemple, c'est pas très clair qu'il y ait un énorme problème. C'est-à-dire qu'il y a quelques trucs qui sont borderline qu'ils ont fait, mais les trucs les plus horribles qu'ils ont fait sont en fait légaux. C'est-à-dire que les gens ont donné leur accord pour donner leurs données. La publicité pour les campagnes présidentielles, c'est autorisé. Hein, c'est même a priori encouragé. Hein, dans une bonne démocratie, a priori, on a envie qu'il y ait des combats d'idées, du coup des campagnes présidentielles. Peut-être que la nouveauté, c'est que c'est personnalisé. Mais enfin, ça aussi, ça existe, hein, des trucs un peu plus personnalisés. Là, en fait, la différence, c'est juste l'échelle. L'échelle à laquelle les données ont été collectées d'un côté et d'autre côté, l'échelle à laquelle la campagne présidentielle a été ciblée. Et ça, c'est vraiment des trucs nouveaux. C'est des trucs qui sont pas permis par les technologies anciennes. Si vous y réfléchissez, avant l'industrialisation, quand on parlait d'industrialisation, ça nécessitait l'uniformisation. Pourquoi? Parce que pour produire beaucoup, il fallait produire à la chaîne. Et pour produire à la chaîne, il fallait un standard, il fallait une uniformité, et du coup, on avait une façon de faire, répliquer des milliers, des millions, peut-être des milliards de fois. Les algorithmes, ça change ça. Hein. Les IA, ça change ça, parce que ça permet de personnaliser. Et on peut avoir des trucs sur mesure, on peut avoir des campagnes de présidentielles sur mesure, et dire à chaque électeur ce qu'il veut entendre. Et on n'est pas prêt pour ça. C'est un truc nouveau. On n'est pas prêt pour ça. On a essayé de se préparer. Vous avez sans doute entendu parler de GDPR, donc la RGPD, pardon, GDPR c'est en anglais. RGPD, la régulation pour la protection des données personnelles. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est les emails que vous avez reçus l'année dernière de tous les trucs auxquels vous êtes abonnés, vous ne saviez même plus que vous étiez abonné. Voilà, ils étaient un peu obligés de vous envoyer ces emails. Et si vous y réfléchissez, GDPR, c'est un truc, RGPD, c'est un truc qui date de 2012. C'est-à-dire que la loi a été proposée, le règlement a été proposé en 2012. Le truc, c'est que le temps que ça passe, ça prend du temps. Il a fallu 6 ans pour que ça entre en vigueur. Et 2012, c'était il y a longtemps. En termes d'intelligence artificielle, c'était l'âge de pierre. Il y a vraiment, le truc a complètement changé, et du coup, RGPD n'est pas adapté aux algorithmes qu'on a aujourd'hui. D'une certaine manière, RGPD, c'était le monde de l'informatique à l'âge de pierre, en 2012. Et ça, c'est très préoccupant si vous y réfléchissez, parce que de la même manière que les choses ont beaucoup changé en l'espace de 6 ans, des 6 dernières années, il faut sans doute s'attendre à ce que les choses changent encore énormément, peut-être plus encore, dans les 6 ans à venir. Alors si on veut légiférer, il faut se dire que le temps de la loi, c'est cette échelle de temps. Et du coup, il faut se préparer pour ce qu'il y aura dans 6 ans. Or, n'importe quel chercheur en machine learning, un tant soit peu modeste, vous dira que c'est super difficile de prédire le futur. Donc ça pose vraiment des problèmes. Et est-ce qu'on sera prêt pour, du coup, les algorithmes qui seront là pour dans 5 ans, pour préparer nos sociétés à ça. On n'était pas prêt pour ces algorithmes-là. Pour l'élection présidentielle de 2020, il y a des gens qui ont vraiment très peur. et du coup, c'est pas clair qu'on soit prêt pour le futur. En tout cas, il faut qu'on fasse beaucoup plus l'effort d'anticipation si on veut avoir une chance d'être beaucoup plus prêt pour les algorithmes du futur. Alors pour illustrer ça, il y a un des graphes ça c'est un des graphes les plus flippants que je connaisse.
Donc en bleu, c'est les démocrates aux États-Unis, les électeurs démocrates, enfin les citoyens qui se déclarent démocrates plutôt. Et en rouge, c'est les républicains. Et vous voyez qu'au cours du temps, et en particulier au cours des 5 dernières années, les démocrates sont devenus de plus en plus clairement démocrates et anti-républicains, et les républicains sont devenus de plus en plus ultra-républicains et anti-démocrates. En 2016, j'ai les chiffres de 2016, ça s'est sans doute aggravé depuis, mais la moitié des démocrates considéraient que les républicains étaient une menace au futur des États-Unis, et vice-versa. Et ça sent pas bon, quoi. C'est le genre de truc qui risque d'exacerber d'encore plus des tensions, d'avoir beaucoup plus de débats qui sont très peu utiles, qui font peu avancer les choses, et des réactions qui sont beaucoup plus dans l'indignation, à chaud, qui sont peut-être plus extrêmes et peut-être du coup plus dangereuses, et surtout moins réfléchies par rapport au futur, notamment au futur peut-être à plus long terme. Et alors c'est discutable de savoir qu'est-ce qui cause ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent de qu'est-ce qui cause ça, et il y a beaucoup de controverses. Mais a priori, il y a quelque chose qui est sans doute lié, parce que le truc qui a le plus changé au cours des 5 dernières années, c'est sans doute nos relations à différentes technologies. Et du coup, quelque part, sans doute, les technologies ont eu un effet direct ou indirect sur cette polarisation qui a augmenté. Et si elle continue comme ça, qui risque de continuer à s'aggraver, et il y a sans doute des menaces de tension, voire de guerre à venir. Un truc qui est beaucoup plus directement lié aux algorithmes, pour le coup, même si le précédent est souvent relié aux algorithmes également, notamment aux chambres d'écho et aux bulles informationnelles. Un truc qui est assez plus clairement, c'est la diffusion de l'information. Donc là, par exemple, c'est des vidéos qui sont sorties quand j'ai cherché vaccination sur YouTube. Et il y a beaucoup de contenu, de mauvaises informations. Et quand c'est des problèmes de santé, c'est des questions de vie ou de mort. On a tendance à penser que les problèmes éthiques, c'est des questions de vie ou de mort. Là, les recommandations de YouTube sont des questions de vie ou de mort. Et pour vous donner quelques chiffres, l'OMS estime qu'il y a eu des centaines de milliers de morts par la variole, qui est une maladie qui était en voie d'extinction, pour laquelle on a un vaccin. Mais il y a eu une résurgence, et l'année dernière, il y a eu des centaines de milliers de morts à cause de cela. Ce que cet exemple montre, c'est que l'information, c'est vraiment critique. L'information change le monde. L'information, c'est vraiment important. Et dans notre monde actuel, il y a beaucoup de mauvaises informations. Par exemple, si je pose la question, combien le nombre de morts par désastre naturel a évolué au cours du dernier siècle? Donc c'est le nombre total, c'est pas la fraction, le nombre total de morts à cause de désastres naturels. Qui pense que c'est la réponse A? Qui pense que c'est la réponse B? Et réponse C? Ok, alors là, en gros, la plupart ont répondu réponse B, et il y a eu moins de réponses pour A et C, surtout pour C. Alors, donc ça, c'est extrait d'une conférence de Hans Rosling sur le sujet, et voici. Donc le nombre de morts par désastre naturel a diminué. Et il n'a pas diminué qu'un peu, c'est même pas de moitié, il a fait diviser par 10. Il est passé de 500 000 morts par an à quelque chose comme 50 000 morts par an. 50 000 morts par an, c'est en fait assez négligeable. C'est assez bizarre à dire, mais par exemple, le nombre de morts sur les accidents, sur les routes, c'est dans les millions. Donc il y a 20 fois plus de morts par accident de la route que le cancer aussi, à peu près dans les millions. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus grands que d'autres trucs. Et ça, c'est un problème de mauvaise information. C'est pas des gens qui sont un peu bizarres. Voilà. Ça, c'est de la mauvaise information chez tout le monde. Donc Hans Rosling a posé la question, par exemple, aux Suédois, et il s'est rendu compte que 12% des Suédois seulement donnaient la bonne réponse.
Alors on pourrait se dire, bon, c'est les Suédois, peut-être que les Suédois bon, sont pas très doués. Hans Rosling a posé la même question au public de TED. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, enfin, je me dis, vous avez entendu parler de TED, je ne sais pas si vous connaissez un peu le public, enfin le prix d'un billet à TED, et du coup le public de TED, c'est des gens ultra riches, ultra éduqués, enfin c'est vraiment les gens qui lisent le New York Times, enfin vraiment des gens ultra a priori informés. Leur taux de bonne réponse, c'est 30% à cette question. Et ensuite, donc, comme Hans Rosling aime le raconter, il est allé au zoo pour demander la même question à des chimpanzés. Et les chimpanzés font mieux. 33% de bonnes réponses. Ce que ça montre ici, c'est que sur un problème qui est franchement un problème important, quoi. A priori, le nombre de morts, qu'est-ce qui cause les morts dans le monde, c'est un problème important. En particulier, les désastres naturels, c'est un autre problème très important. On a envie de dire que sur ce genre de choses, c'est super important d'être bien informé. Eh bien, il se trouve qu'on est pire que bien informé, on est pire que pas informé, on est pire qu'ignorant. Si on était ignorant, on aurait mis 33% partout, quoi. On aurait fait comme les chimpanzés. En fait, sur ces sujets importants, on est pire qu'ignorant. On est dans l'erreur. Donc ça, c'est un des problèmes, c'est que finalement, on s'est habitué à de la mauvaise information. Bon, je dis pas qu'il y a déjà eu de la bonne information dans le grand public, mais on a sans doute tendance à surestimer la qualité de l'information à laquelle on a accès. Et malheureusement, donc les algorithmes n'aident pas, puisqu'aujourd'hui, les algorithmes sont responsables d'énormément de l'information à laquelle on a accès. Juste pour donner des chiffres, l'algorithme de YouTube, enfin YouTube, c'est 1 milliard d'heures de vues par jour. Pour 2 milliards d'utilisateurs. C'est 30 minutes en moyenne par personne pour 2 milliards de personnes dans le monde. C'est énorme. C'est absolument énorme. Un autre chiffre, 70% des vues sur YouTube sont le résultat de recommandations de l'algorithme de YouTube. La plupart de l'information à laquelle les gens ont accès, et il y a plus de vues sur YouTube aussi, je devrais dire, que de recherches sur Google. Donc la plupart de l'information à laquelle ont accès a été choisi par l'algorithme de YouTube. Et pour l'instant, c'est pas en tout cas l'information de qualité qui est le plus mise en avant. Donc ça c'est un peu les problèmes de mauvaise information, donc le problème des fausses informations rentre dedans. Mais j'ai envie de dire que c'est une partie du problème seulement, c'est peut-être même une partie négligeable du problème. Il y a un autre problème plus important encore, c'est le problème de sélectionner les informations importantes. C'est bien beau de savoir ce qu'a dit un citoyen lambda hier. C'est peut-être encore mieux de comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. En particulier sur les sujets importants. Donc par exemple, un des sujets importants, reconnu par tout le monde, j'imagine, dans cette salle en tout cas, c'est le problème des inégalités sociales, les inégalités de richesse en particulier. On a souvent tous pas mal d'avis assez marqués dessus. Et il y a beaucoup de débats qui sont pas très... qui aboutissent pas très bien, on va dire, sur ce genre de sujet. Et donc c'est un sujet très débattu, on en parle beaucoup. Et pourtant, il y a un truc qui serait important à savoir, c'est qu'est-ce que la plupart des gens pensent. A priori, s'il y a un truc à savoir sur le problème des inégalités des richesses, c'est qu'est-ce que les gens voudraient en termes d'inégalités de richesse. Peut-être une autre question importante, c'est qu'est-ce qu'il en est vraiment en pratique? Quelles sont les inégalités de richesse en pratique? Eh bien, il se trouve que, et c'est une information assez remarquable, c'est que, en fait, on est d'accord. On est à la fois d'accord sur ce qu'on pense est désirable, que on est tous dans la barre en dessous, dans la répartition des richesses, c'est-à-dire que le top 20% a à peu près un peu plus de 35%, on va dire 30% des richesses, et ainsi de suite. On est tous d'accord pour dire que ça serait idéal, et on est tous d'accord pour dire que ce qui en est en pratique, c'est la barre du milieu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop d'inégalités par rapport à ce qu'on pense. Un autre truc qui est absolument remarquable, c'est que on se trompe tous sur ce qu'il en est vraiment. Et on se trompe tous beaucoup. Il se trouve que la vraie distribution des richesses, en tout cas aux États-Unis, est le truc d'en haut, qui est beaucoup plus inégalitaire que la ligne du milieu. Et l'écart entre la première et la deuxième ligne est encore plus marqué que l'écart entre la deuxième et la troisième ligne. C'est-à-dire que sur un problème comme l'inégalité des richesses, on est on a vraiment tort. On se trompe vraiment, on est vraiment dans une mauvaise information.
Et pire que ça, toute cette information-là, sur un sujet pourtant important, on a tendance à ne pas la connaître, parce qu'elle n'est pas mise en avant. C'est ce qu'on appelle parfois le problème des mute news. Mute news, donc mute c'est silencieux, quoi, donc ce serait les nouvelles rendues silencieuses, c'est les informations finalement qu'on ne connaît pas parce qu'on n'en parle pas et parce qu'elles ne sont pas mises en avant par les différents médias d'information, y compris les algorithmes de recommandation. Donc voilà, c'est tout un tas de problèmes. Je vais peut-être passer un peu plus vite sur le reste, mais il y a pas mal de problèmes d'information. Et aujourd'hui, les algorithmes jouent un rôle important sur l'information, qui fait qu'il est de plus en plus urgent qu'ils aient un rôle et qu'on réfléchisse à quel rôle ils doivent avoir dans la diffusion de l'information. Je vais passer, alors 3 mots rapidement sur ça. Un des trucs intéressants avec les algorithmes d'aujourd'hui, notamment avec les algorithmes des réseaux sociaux comme YouTube, c'est que on pourrait les utiliser à des fins positives. Par exemple, on pourrait les utiliser pour diagnostiquer des problèmes, par exemple, de troubles mentaux, par exemple des problèmes de solitude ou de dépression. Il y a déjà un peu de recherche dessus, mais il y a besoin de beaucoup plus de recherche. Et j'ai envie de dire, malheureusement, comme les données sont très fermées et que c'est très difficile pour les chercheurs de faire de la recherche sur ça, il y a une opportunité énorme, c'est des centaines de millions de personnes dans le monde, qui n'est pas saisie, sur lequel il n'y a pas encore assez d'efforts. Et du coup, un axe de recherche intéressant, ça serait d'aider sur le diagnostic, mais aussi peut-être dans l'accompagnement, en recommandant des contenus thérapeutiques ou des recommandations médicales ou des recommandations d'aller voir un médecin. Je vais passer sur ça aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités également. Donc j'ai parlé un peu des problèmes, mais aussi énormément d'opportunités à avoir de la meilleure information. Une meilleure information, c'est un meilleur monde. C'est un truc que je veux que vous reteniez d'aujourd'hui. Par exemple, dans le problème de santé, c'est souvent des problèmes d'information. Avoir accès à la bonne information, par exemple au bon diagnostic, par exemple au bon traitement, c'est vraiment une question de santé publique, c'est vraiment la question la plus importante de santé publique. Pareil pour l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est de l'information. Qu'est-ce que vous faites à longueur de journée? Si vous allez en cours, j'imagine que allez en cours. C'est finalement traiter de l'information, acquérir de l'information, exploiter de l'information et peut-être émettre de l'information des projets. Pareil pour tout ce qui est environnement, énergie. Une grosse difficulté des problèmes environnementaux et énergétiques, c'est de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre les risques et de mieux comprendre ce qui peut être fait, peut-être des meilleures recommandations à différentes personnes pour réduire leurs émissions quotidiennes ou des bonnes actions à prendre. Et pareil pour l'aide des pays en voie de développement, souvent c'est également un problème d'information, savoir quels endroits aider, quelles sont les meilleures façons d'aider tel endroit. Il y a vraiment des différences énormes en termes d'échelle entre deux solutions qui ont l'air assez bonnes. En fait, souvent il y a des différences assez énormes et c'est super important d'identifier les manières les plus efficaces pour venir en aide à différentes personnes. Donc j'insiste vraiment sur l'information, c'est un truc que vous retrouvez, c'est vraiment le mot information ici. Donc il y a Michel Serres qui est décédé malheureusement cette année, et qui aimait souligner que finalement l'une des plus grandes avancées de l'histoire de l'humanité, donc on parle beaucoup de choses assez, je sais pas, par exemple de Rome, de bâtiments, de choses très 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 dures, ou de la révolution technique industrielle, des choses comme ça. Et Michel Serres, je pense qu'on sous-estime largement l'aspect beaucoup plus informationnel de l'histoire, et en particulier, je me sans doute déjà entendu dire que l'écriture est vraiment l'une des plus grandes révolutions de l'histoire, et Michel Serres explique cela par le fait que c'est la première fois qu'on a externalisé le traitement de l'information du cerveau. Si vous y réfléchissez, avant, les gens, quand ils devaient faire des maths, ils n'avaient pas le droit d'écrire sur un bout de papier. Ce qui paraît horrible, c'est une torture pour un mathématicien. Il y en a qui sont très bons, qui arrivent à faire certains calculs, mais sans bout de papier, c'est extrêmement difficile de bien réfléchir. Prendre des notes, et ainsi de suite, transmettre l'information, avoir un apprentissage cumulatif transgénérationnel, tout ça c'est impossible sans l'écriture, et surtout c'est impossible d'organiser la société sans écriture. Juste après que l'information a été encodée dans de l'écrit, juste après on a eu des lois, on a eu du commerce, parce qu'on pouvait suivre les dettes des gens des uns et des autres, et il y a eu un bouleversement de nos sociétés. L'information, c'est clé, c'est critique, ça change nos sociétés.
ça change pas que nos sociétés. Si on y réfléchit, en fait, l'information, ça a changé l'univers. Hein, on peut réfléchir un peu à qu'est-ce qui est devenu intéressant dans notre univers. Il y a eu le Big Bang, et puis après il y a eu ces petites molécules qui sont venues se coller les uns aux autres de façon très ordonnée, qu'on appelle aujourd'hui l'ADN. Ça c'est du traitement d'information. Hein, l'histoire du vivant, c'est une histoire de l'information. C'est pas moi qui le dis, c'est des biologistes, notamment Richard Dawkins. Et si vous lisez des trucs de biologie aujourd'hui, biologie des populations, c'est vraiment l'analyse, beaucoup d'informations. Ensuite, il y a eu le cerveau humain qui est, d'un point de vue, traitement d'informations qui est vraiment incroyable. L'écriture, l'imprimerie qui a permis à tout le monde d'écrire. En fait, l'imprimerie, c'est l'invention du copier-coller, mais du copier-coller efficace, quoi. Et ça a changé énormément de choses. Ça a permis à tout le monde d'avoir accès à des bouquins. Et aujourd'hui, la plus grande révolution, sans doute, informationnelle, en ce moment, c'est l'informatique. Si vous y réfléchissez, l'informatique est vraiment, l'information est vraiment centrale à toutes sortes de choses. Quand on regarde un métier de loin, surtout un métier qu'on ne connaît pas très bien, on a l'impression qu'il brasse du vent. En fait, souvent, ils vont brasser de l'information, et c'est critique. La plupart des métiers aujourd'hui, la plupart des entreprises, la plupart des politiques, la plupart des institutions, au final, ce que ces gens font, c'est du traitement de l'information. C'est agréger de l'information, collecter de l'information, agréger de l'information, traiter l'information, stocker l'information et émettre la bonne information à la bonne personne. L'information, c'est vraiment critique et c'est pour ça que la révolution informatique est vraiment importante. Et en particulier, le contrôle du flux de l'information est important. Donc ça, c'est Yuval Noah Harari, qui est venu à l'EPFL, donc auteur de Sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle, et qui est venu à l'EPFL faire une présentation où il parlait du futur. C'est un historien à la base, donc a priori très loin de l'informatique. Et il y a cette citation qu'il a dit dans sa conférence: ceux qui contrôlent le flux de l'information dans le monde contrôlent le futur, non seulement de l'humanité, mais aussi peut-être de la vie même. Il insiste encore plus que je pourrais le faire. L'information, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est intéressant de réfléchir au flux de l'information. Je trouve que c'est une notion très intéressante. On parle parfois aussi des flux de matière et d'énergie. C'est intéressant de réfléchir à ça. D'un point de vue environnemental, notamment, où est produite la matière, collectée, traitée, utilisée, rejetée. Pareil pour l'énergie. Et en fait, ça me semble encore plus important de faire ça pour l'information. D'où vient l'information? Quand vous lisez un article de journal le matin, d'où vient l'information? Comment est-ce qu'elle a été traitée? Par qui? Pour quelles raisons? Et retracer tout ça depuis la source, parce que souvent il l'a entendu d'une autre personne, qui a entendu d'une autre personne, d'un autre texte, d'un autre texte, d'un livre. Enfin, essayer de remonter tout ça pour comprendre comment est-ce que l'information à laquelle on est exposé aujourd'hui est produite. D'où vient tout ce flux qui a conduit à cette production de l'information. Et si vous y réfléchissez, aujourd'hui, dans ce flux de l'information, il y a un acteur en particulier qui joue un rôle disproportionné. Avant, ce contrôle de l'information, c'était des groupes d'humains, des humains, puis des groupes d'humains. De plus en plus, le flux d'information est contrôlé par les algorithmes. Je rappelais les chiffres de YouTube. YouTube, c'est 500 heures de vidéos mise en ligne par minute. C'est énorme, tout ce qui se passe sur YouTube. Il y a des coins de YouTube absolument énormes que je ne connais absolument pas. Parce que c'est juste énorme, YouTube. J'ai découvert, par exemple, les cleanfluenceuses récemment. C'est des femmes qui se filment en train de nettoyer leur maison. Et ça fait des millions de vues. Enfin, c'est fou, quoi. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on émet une information, en fait, il y a toujours un petit dilemme éthique. Lorsque quelqu'un va chercher Macron sur YouTube, quelle va être la première vidéo recommandée? Et vous pouvez être sûr que quelle que soit la première vidéo recommandée, il y aura forcément au moins 30% de la population française qui trouvera ça scandaleux que ça soit la première vidéo recommandée. À chaque fois que quelqu'un tape changement climatique, environnement, énergie, intelligence artificielle, à chaque fois que quelqu'un tape quelque chose sur YouTube, il y a un dilemme éthique sur qu'est-ce qu'il faut proposer. Alors oui, c'est un tout petit dilemme éthique, c'est pas un dilemme éthique, c'est pas une question de vie ou de mort, mais ça arrive des milliards de fois par jour. Et en fait, la plupart du temps, les gens vont même pas chercher.
C'est juste la vidéo qui est recommandée, sans que les gens se demandent qu'est-ce que je vais voir. Ça fait une responsabilité énorme sur YouTube. C'est sans doute le plus grand problème éthique aujourd'hui des technologies de l'information, c'est qu'est-ce qu'il faut répondre quand les gens cherchent de l'information. Alors, du coup, j'espère vous avoir convaincu que c'est un problème difficile et quelque part, on peut appeler ça la modération, la recommandation. Au final, c'est quelles seront les informations auxquelles les gens sont exposés. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et j'espère vous avoir convaincu que le traitement d'informations, c'est vraiment pas anodin. Il faut que ça soit bien pensé. Et du coup, il faut que ça soit modéré. Surtout, il faut que ça soit bien modéré. Et j'insiste beaucoup sur le mot bien modéré parce que c'est si facile d'avoir des fausses bonnes idées quand il s'agit de modérer l'information. C'est un problème extrêmement complexe. Donc, récemment, avec un ami, on a écrit un bouquin justement sur le sujet, qui est excellent d'après mon ami et moi, dans lequel on parle énormément de tout ça. On insiste beaucoup sur cette notion d'information. Et on défend 3 thèses dans ce livre. La première thèse qu'on défend, c'est, j'espère vous avoir convaincu, que rendre le traitement de l'information robustement bénéfique est devenu une urgence aujourd'hui. L'échelle que ça a aujourd'hui est telle qu'on ne peut plus ignorer le problème. Et il y a un bien fou potentiel si on arrive à rendre ce traitement d'information bénéfique. On peut vraiment résoudre toutes sortes de problèmes de société. Changement climatique. Changement climatique, une grosse partie, c'est réduire les consommations des gens. Comment est-ce qu'on réduit les consommations des gens ? Il faut exposer à de l'information, par exemple, qui vont peut-être réduire, par exemple, leur exposition, par exemple, à des publicités de différents produits pas forcément indispensables. Alors malheureusement, on a une autre thèse dans ce livre qui est que rendre le traitement d'information robustement bénéfique est un défi monumental. C'est malheureusement vraiment pas facile. Et bon, j'ai pas du tout préparé de parler énormément de ce défi, mais il y aura énormément de choses à dire. En tout cas, si ces questions vous intéressent, que faire? J'ai envie de dire, essayez de vous informer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. C'est vraiment des choses assez fascinantes en plus, donc je vous invite à vous informer. Il y a un livre notamment. Je vous invite aussi à en discuter, parce que réfléchir tout seul, c'est difficile. Réfléchir à plusieurs, c'est toujours plus efficace. Mais il faut faire attention à bien discuter. Il y a un mec qui a lancé un hashtag débat pour essayer d'encourager les gens à réfléchir non seulement à de quoi parler, mais aussi à comment en parler. Et bien s'entourer, notamment avoir toute une communauté qui réfléchit à ces questions, c'est en fait très efficace pour mieux réfléchir. Et par exemple, Christopher.ai, je fais un peu de pub pour l'association qui m'a invité, j'imagine. Ouais, donc la conclusion, c'est que rendre les IA robustement bénéfiques, c'est un chantier, et je vais insister vraiment sur le mot fabuleux, parce que je pense que c'est un chantier absolument fabuleux, parce que quand on y réfléchit, en particulier à qu'est-ce que signifie vraiment être robustement bénéfique, ça pose vraiment des questions sur finalement qu'est-ce que c'est qu'on veut au fond, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour les algorithmes, mais également pour nos sociétés, pour nos proches, mais aussi pour nous-mêmes. Et ça remet en question énormément de choses. C'est des questions vraiment fantastiques. Et de cette manière, se forcer à implémenter ça dans des intelligences artificielles, dans des algorithmes, c'est une façon de devoir externaliser ce qu'on pense vraiment et d'arrêter un peu de se mentir, parce que c'est si facile de se mentir sur ce qu'on veut. Et c'est une exigence de sincérité, d'honnêteté intellectuelle, que je trouve vraiment très excitante, avec des défis en plus, donc si vous êtes plus technique, des questions, il y a des questions mathématiques absolument fabuleuses reliées à tout ça. Du coup, j'aimerais vous inviter à embarquer vous aussi dans le fabuleux chantier pour rendre les IA bénéfiques. Merci.